Madame, Monsieur, bienvenue à telle église. Elle est toute petite, elle est à la base de toute vie végétale. On lui attribue une riche symbolique culturelle ou religieuse. Dans la Bible, par exemple, elle symbolise tantôt la vie, la parole ou l'espérance. Je parle évidemment de la graine, et c'est de semence qu'il s'agit aujourd'hui avec mon invité, Claudio Brenni. Vous êtes chercheur spécialiste des questions écologiques. Vous êtes auteur de l'ouvrage « Souveraineté alimentaire et semences ». Avec vous, nous aimerions nous intéresser aux graines et aux semences dans l'agriculture. Et certains parlent aussi de crise de semences. Mais tout d'abord, pour mieux vous connaître, ce qui m'intéresserait, c'est pourquoi vous vous êtes intéressé à cette thématique des problématiques autour des semences en agriculture. Voilà. Merci. Alors, je me suis intéressé à ces questions relatives aux semences pendant déjà tout mon parcours d'études, parce que je trouvais toujours très important la question de l'alimentation est quelque chose de vital pour l'humanité. Et la question des semences, ces petites graine de vie qui est autant un objet très important au niveau écologique, très important pour les agriculteurs, mais qui est aussi au centre d'une lutte politique internationale. Et que donc j'ai voulu rechercher et comprendre le rôle de la semence, pas seulement au niveau écologique, agricole, mais aussi dans nos sociétés. Alors bienvenue dans notre émission, Claudio Brenni. Et avec vous, nous aimerions aussi découvrir une autre personne, un autre acteur du domaine des semences. Il s'agit de Martin Brunner, biologiste et semencier. Notre équipe est allée le rencontrer à Safnern, dans le Zeeland. Sur plusieurs parcelles, il cultive des plantes qui permettent d'entretenir la banque de semences de la Confédération, située à Changin, près de Nyon, dans le canton de Vaud. Je vous invite à découvrir ce reportage. Il est signé Bastien Beziguer et Nicolas Meyer. C'est le printemps, c'est le mois de mars, c'est un peu le début des cultures. On est venu aujourd'hui pour tutorer, commencer à tutorer les cultures et mettre aussi une grille en place pour les pois. Une fois qu'il fait bien chaud, ils vont commencer à grimper sur la grille. Je m'appelle Martin Brunker, j'ai fait la formation de biologiste en partie à Neuchâtel et je me suis spécialisé dans la production de semences. Je me considère plutôt comme semencier artisan parce que je fais la production de semences à floraison ouverte, des variétés à floraison ouverte. Donc vraiment des variétés que je cultive dans le champ, comme tout un chacun pourrait le faire dans son jardin. Et je récolte les graines de ces légumes notamment. Là, je suis en train de voir les boutons de fleurs là, qui sont en train de se développer sur le chou-pomme. Je suis en train de voir aussi s'il y a des mélégettes du colza. C'est un nuisible qui s'attaque directement aux futures graines. C'est un chou-pomme qui est issu de la Banque de semences nationale. Ça veut dire qu'il est probablement plus sur le marché. Ça se peut même qu'il n'existe plus que dans la Banque de semences nationale. Donc il est sur une liste des variétés cultivées en voie d'extinction. Donc on les cultive, ces variétés, pour les sauvegarder. À côté du chou-pomme, on a d'autres cultures qui passent l'hiver. On est un peu plus loin, la doucette. Il y en a d'autres aussi, mais la doucette passe aussi l'hiver en plein champ. On voit déjà, elle est en train de se développer autrement. Ça ressemble déjà plus à une doucette qu'on mange dans son assiette. Elle est en train de monter en fleurs en fait. Donc on voit des tiges qui se développent et là sur le bout de la tige il y aura une fleur. C'est une des premières à faire les graines en mois de mai. Il faut être très, très vigilant, pas qu'elles se font tomber par le vent. Il faut être rapide.
Le reste de l'année, j'ai quasi tout le panel en fait, de légumes. De l'aubergine passant par la tomate, concombre, salade, voilà à peu près tout ce qu'on peut s'imaginer. L'avantage pour un semencier d'avoir tout plein de légumes différents, c'est d'éviter des croisements. Si on a un chou Bruxelles à côté d'un chou pomme, ils peuvent se croiser en fait s'ils fleurissent en même temps. Du coup, avoir une salade à côté d'un chou pomme, ça pose aucun problème, au contraire, ils sont complémentaires. Ces graines qui sont mises en banque, elles sont effectivement là dans un premier temps pure sauvegarde, mais en dehors de ça, ce n'est pas un musée comme un autre, ça sert en fait de base de données, de base génétique pour de nouvelles variétés qui peuvent être sélectionnées à base de ces anciennes. Alors ici j'ai des graines de laitue. Je suis en train de vérifier la qualité de la semence qui est en train de sortir de mon porte-graines, comme on l'appelle. Donc en soufflant dedans, je sors les graines mauvaises, c'est les graines légères qui sortent en premier, ainsi que le chenille organique aussi, pour arriver à la bonne graine. Dans un avenir proche ou moins proche, je suis certain que ces variétés pourraient être d'une importance cruciale. Imaginons simplement une crise pétrolière aiguë qui nous force à revenir en arrière sur un système à beaucoup plus petite échelle d'une agriculture, une autosuffisance alimentaire beaucoup plus grande qu'aujourd'hui. À ce titre, je pense que ces variétés qui sont reproductibles par tout un chacun sont extrêmement importantes à être conservées. Alors, retour en studio avec vous, Claudio Brenni. Cultiver des variétés de plantes en voie d'extinction pour les sauvegarder, c'est donc qu'il y a vraiment une perte de biodiversité dans l'agriculture. Comment se présentent les choses à vos yeux? Alors, on vit actuellement une grosse perte de biodiversité en général et aussi clairement de l'agrobiodiversité. Donc l'agrobiodiversité, c'est la biodiversité agricole et c'est un phénomène qu'on connaît très bien. C'est nous qui l'avons généré, cette biodiversité agricole, au fil des siècles. Dès le début de l'histoire de l'agriculture, les agriculteurs ont sélectionné, échangé, développé des semences et des variétés locales de plus en plus adaptées aux conditions locales. C'est que à partir du XXe siècle, qu'on a commencé à consommer cette diversité et à plus en fait la reproduire avec l'industrialisation et la standardisation agricole. Donc ce mécanisme-là a d'un côté permis d'augmenter les rendements agricoles, mais de l'autre côté, on a arrêté de reproduire et puis de régénérer cette diversité dans les champs. Donc standardisation qui amène une diminution de variété, mais c'est quoi au fond les facteurs qui entretiennent cela ou même qui font que ça s'accélère? Typiquement, passons dans des modèles industriels, agricoles industriels, ce qu'on vit, c'est qu'on va standardiser les conditions de culture à travers la mécanique, l'irrigation et les entrants chimiques, et on va reproduire sur des vastes surface à peu près le même type d'agriculture. Ce qui enlève dans beaucoup de zones de terroirs différents la biodiversité qui existait auparavant. Et la biodiversité, ce n'est pas juste les ressources génétiques, ce n'est pas juste la sémence. La biodiversité, c'est aussi tous les savoirs traditionnels et les savoirs et les pratiques qui vont avec. Et donc, chaque fois qu'on perd en sémence, on perd aussi en fait le savoir qui était associé à cette sémence. C'est une perte culturelle, quoi. C'est aussi une perte culturelle, oui. Et on sait quelles sont les semences, les espèces qui sont le plus en danger, ou bien on ne peut pas faire de catégorie? Alors,
Il faut voir. D'un côté, aujourd'hui, on se nourrit presque que de blé, riz, maïs et peut-être soja, donc qui compte à peu près 60% de notre base alimentaire. On exploite encore 150 à 200 autres plantes. Et je dirais que les plus menacées, c'est justement ces autres plantes, c'est-à-dire par exemple le millet, le sorgho ou le manioc, qui sont des plantes très importantes dans l'alimentation dans des pays en développement, mais justement où on ne voit pas trop de débouchés commerciaux. Et donc, la recherche privée ne va pas se concentrer, donc la recherche des gros groupes semenciers, ne va pas se concentrer pour développer ce type de semences. Et donc là, surtout quand on vit des phénomènes de substitution, donc on substitue les variétés locales par des variétés qu'on dit modernes, industrielles ou même améliorées, là, on perd, dans l'espace de nos générations, toute une culture alimentaire et des pratiques agricoles qui étaient associées. Au fond, vous avez déjà commencé à parler d'une thématique qui m'intéresse, c'est au fond comment les choses se présentent différemment selon les régions. Si on peut par exemple comparer la Suisse et l'Afrique subsaharienne, comment ça se présente ? Alors, effectivement, nous, en tant que Suisse, dans un pays occidental, on vit dans une réalité agricole assez particulière qui ne touche absolument pas la réalité globale. C'est-à-dire ici, on a même pas 5% de la population qui est active dans le secteur primaire encore. Alors que dans la réalité de l'Afrique subsaharienne, comme dans d'autres pays en développement, c'est à peu près moitié de la population qui vit toujours encore dans le milieu rural et qui est active au niveau d'une agriculture qui n'est pas l'agriculture qu'on connaît ici. C'est l'agriculture familiale, c'est une agriculture avant toute subsistance. Et là, effectivement, la biodiversité agricole joue un rôle très très important pour leur résilience alimentaire, c'est-à-dire pour leur capacité en fait à pouvoir continuer à s'approvisionner de semences et pouvoir produire leur alimentation. Et alors les conséquences, c'est quoi de cette perte de biodiversité ? Les conséquences, elles sont doubles. Donc si on reprend pour nous en fait, donc pour les pays qui se basent surtout sur une agriculture industrielle, la conséquence principale, c'est qu'on consomme cette biodiversité pour développer nos semences de type industriel. Pour développer une variété hybride industrielle, on nécessite beaucoup de variétés anciennes pour trouver les caractéristiques qu'on recherche et puis pour pouvoir faire les croisements nécessaires pour développer ces semences qui expriment des particularités et une productivité très haute dans des conditions très particulières. Et de l'autre côté, si on regarde dans les pays en développement, cette biodiversité permet en fait de s'approvisionner de semences qui sont gratuites, qui sont très adaptées à la réalité locale et qui normalement ne nécessitent pas forcément d'autant de recours à la mécanique, à l'irrigation, aux entrants chimiques, que ça génère beaucoup de coûts en fait. Et on voit que donc l'agrobiodiversité joue un rôle de sécurisation, soit pour nous, parce qu'on l'a besoin pour développer les semences qu'on utilise principalement dans notre agriculture, mais aussi justement dans les pays en développement, parce que c'est la base alimentaire. Pour quelqu'un comme moi qui ne connaît pas grand-chose à l'agriculture, pourquoi cette biodiversité est si importante pour l'agriculteur ? La biodiversité est importante pour l'agriculteur parce que c'est la base avec laquelle l'agriculteur travaille. Et on a, les mouvements paysans que j'ai étudiés, ils disent toujours qu'il y a des éléments dont il faut nous garantir l'accès parce que ce sont des éléments vitaux. C'est la terre, l'eau et les semences. C'est le matériel de base pour l'agriculture, pour l'agriculteur. Et le métier de l'agriculteur, pendant longtemps, incluait aussi la reproduction, la sélection, le travail avec les semences. Chose qu'aujourd'hui, dans l'agriculture de type industriel, ce n'est plus le rôle de l'agriculteur de développer ces semences. Il achète des semences commerciales qu'il va reproduire et puis revendre sous forme de produits. Mais ce travail-là, ce savoir-faire-là est allé un peu perdu. Le savoir-faire qu'on a vu dans le reportage, c'est quelque chose qui est passé justement, ça devient un champ spécialisé, c'est le champ des semenciers plutôt. Pour rester un petit peu sur cette question de l'importance de la diversité, je veux dire, dans beaucoup de domaines, on voit que, je dirais, après avoir
eu différents, si je prends les smartphones, différents types, on voit qu'il y a certains éléments qui font leurs preuves, qui font leur percée, et puis finalement, on a une espèce de réduction de la diversité parce que les choses font leurs preuves, et puis c'est ça qu'on garde. Ouais. Est-ce que dans l'agriculture, c'est pas logique que ça soit la même chose, que finalement, parmi toutes les semences possibles, qu'on garde celles qui font leurs preuves et puis qui apportent le plus de rendement? Oui et non, c'est-à-dire le rendement découle aussi de cette diversité. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on consomme la diversité sans la régénérer. Et ça veut dire que si on prend les projets de conservation, par exemple, on va garder les semences, mais on va aussi les sortir des écosystèmes. Et donc, on ne va pas forcément garantir que ces semences vont coévoluer avec les écosystèmes. Donc, si on met à côté une semence pendant 30-40 ans, même si on la reproduit, on garde son pouvoir de germination, peut-être cette semence ne va pas exprimer ses caractéristiques aujourd'hui si on la remet dans le champ, parce qu'effectivement, il y a du temps qui est passé, l'écosystème a évolué. Et donc, je dirais presque qu'en agriculture, la stratégie adoptée, c'est l'inverse. Si on veut garantir un système sûr, il faut se baser sur la diversité plutôt que d'aller chercher à trop standardiser et à choisir une base de produits qui sont efficients, effectivement, sur le court terme, mais qui ne peuvent pas, effectivement, garantir une certaine sécurité à long terme. Donc, la diversité, c'est une espèce d'assurance sur l'avenir, c'est ça? Oui, on le voit, on a aussi déjà des exemples. On regarde la famine irlandaise de la pomme de terre. C'était causé justement d'une base génétique de la pomme de terre trop restreinte, chose qui a fait qu'une fois que cette pomme de terre a été attaquée par des maladies, en fait, il y a une grande partie de la production qui passe à la trappe. Un autre exemple, en 1970, aux États-Unis, on a eu le même problème avec le maïs. Et là, on a vu qu'effectivement, on a trouvé une caractéristique de résistance à la maladie qui avait attaqué la plante dans une variété en Turquie. Et donc, du coup, avec les croisements, on a pu effectivement rattraper le coup et puis insérer cette résistance dans une variété qui couvrait une énorme surface aux États-Unis à ce moment-là. Alors, ce qui m'intéresserait encore autour de cette problématique, c'est la question des acteurs. On a les agriculteurs, on a les consommateurs, ouais. Et on parle souvent des multinationales. Alors, est-ce que c'est déjà la bonne répartition des acteurs? Et puis quel rôle jouent ces différents acteurs? Quels intérêts ils ont dans cette histoire? Ouais. Je dirais, il y a peut-être encore une division dans les agriculteurs. On a des agriculteurs commerciaux de grande surface, et puis on a les agriculteurs familiaux. Les grands producteurs agricoles, ils sont beaucoup plus liés en fait à l'agrobusiness, donc aux côtés des multinationales, parce qu'ils dépendent en fait de tout le paquet technique pour effectuer leur travail. C'est-à-dire le paquet technique, c'est ces semences hautement technologiques, c'est les entrants chimiques, c'est la mécanique, donc les tracteurs plutôt que les outillages spécifiques, et l'irrigation encore. Chose qui leur permet en fait de créer ou de contrôler l'écosystème de culture de manière à pouvoir garantir les conditions qui permettent à cette semence spécifique d'exprimer le maximum de son potentiel. Clairement, la sécurisation est faite à travers la chimique. Là-dedans, on utilise des semences qui sont toutes choses égales par ailleurs. Donc, si par hasard il y a une saison particulièrement sèche où on attaque dans parasites, on risque forcément que ce soit tout le champ qui passe là-dedans. Et donc là, on voit le lien qu'il y a entre un grand producteur et une multinationale. Et puis, après, on a les agriculteurs familiaux qui n'ont pas cette capacité d'investissement, qui ont souvent des terrains beaucoup plus petits. Dans les pays du Sud, on a 70% des petits agriculteurs ont moins qu'un hectare et qui produisent principalement par eux-mêmes. Et donc, à travers la diversité,
pouvoir accéder à ce type de semences leur permet de pouvoir garantir d'un côté une certaine productivité, parce que c'est des semences adaptées aux conditions locales, mais aussi de ne devoir pas recourir à ce paquet technique du multinational. Et l'affrontement que j'ai pu étudier dans mon livre, donc sur le plan international, il y a justement les intérêts des uns, donc des multinationales, grands producteurs qui visent plutôt à vouloir imposer ou sécuriser leur modèle agricole aussi à travers le système d'échange international économique, donc les échanges commerciaux. Et de l'autre côté, on a les petits paysans qui réclament en fait cette garantie à pouvoir continuer à accéder à travailler avec ces semences. Et là, il y a un certain clash depuis beaucoup d'années. Alors que côté consommateur, peut-être aujourd'hui, dans la période qu'on a vécue avec la crise du Covid, on s'aperçoit encore plus de l'importance de pouvoir produire local, de pouvoir accéder aux circuits courts, d'avoir une certaine résilience alimentaire déjà dans le terroir et pas devoir forcément dépendre des longs circuits internationaux pour nous approvisionner. Alors justement, là, on entame la question de qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, voilà, consommer local, circuit court, ça c'est ce que le consommateur individuellement peut faire. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire par rapport à cette problématique où il y a aussi des enjeux, on en a peu parlé, mais des gros enjeux financiers? Ouais, en tant que consommateur, déjà soutenir des circuits courts, peut-être pas se limiter à acheter du bio dans les grands magasins, mais essayer d'intégrer des paniers légumes. Donc c'est comment dire les producteurs qui mettent à disposition, enfin qui livrent quasiment directement. Exactement. Et puis donc là, on a un système de préachat. Donc on est soit dans une coopérative ou dans une relation avec des producteurs directs. Et sinon, être conscient, effectivement, que si on a un petit jardin, on peut essayer de reproduire quelques semences, aller à un petit marché pro-spéciera, s'intéresser à ce niveau-là. C'est clair que soutenir la paysannerie locale, c'est en tant que consommateur, c'est ce qu'on peut faire, effectivement. Ouais. Les banques de semences, comme celle de l'Agroscope à Changin, c'est quelque chose d'important à vos yeux? Alors, les banques de semences, c'est sûrement très important. Ça a été la stratégie qui a été mise en place dans les années 60-70, quand on s'est rendu compte qu'on était vraiment en train de perdre beaucoup d'agrobiodiversité, entre autres par les programmes de développement de la Révolution verte qui ont exporté les modèles agricoles industriels dans des pays comme l'Inde. Face à cette perte, on a mis en place des systèmes internationaux de banques de gènes et ça a marché. C'est-à-dire c'est très efficace, ça permet dans peu de temps de sauvegarder beaucoup d'espèces. Le problème des banques de gènes, on l'a vu dans le reportage, c'est de pouvoir garantir en fait la reproduction et la vitalité de ces semences. Et cela, ça ne peut que faire à travers un travail dans le champ. Et c'est la position, entre autres, des mouvements paysans que j'ai étudiés, c'est de pouvoir garantir ce travail, en fait, par une autonomie qui est donnée aux paysans de pouvoir cultiver ce qu'ils veulent dans leur champ. C'est-à-dire que de cette manière-là, on va stimuler et reproduire l'agrobiodiversité sans devoir forcément avoir un système qui est très lourd au niveau de l'infrastructure, comme une banque de gènes. Idéalement, il faut un mix des deux. Et aujourd'hui, les experts estiment quand même qu'on ne fait pas assez dans les champs. On fait beaucoup au niveau des banques de gènes, on ne fait pas peut-être encore assez dans la reproduction dans les champs. Alors, un autre enjeu, c'est celui au fond, de la liberté, de pouvoir faire avec les semences ce qu'on veut. Et puis, ça se heurte à la propriété intellectuelle, à toute cette problématique-là. Alors comment vous voyez ça? Est-ce qu'il faudrait abolir la propriété intellectuelle? Alors là, justement, on revient à ce que je disais avant, entre ce clash entre les petits producteurs et les multinationales. Et c'est une question très vaste. Donc la question de la propriété intellectuelle, d'un côté, on peut dire que ça stimule l'innovation, c'est très important pour rentabiliser les investissements. De l'autre côté, ce qu'on voit, c'est que c'est un des principaux moteurs de concentration de ce secteur dans l'agrobusiness. C'est-à-dire qu'on voit les grands groupes sémenciers devenir toujours moins nombreux et toujours plus grands. Ils ont une place sur le marché qui devient de plus en plus
un oligopole. Et aussi au niveau des législations qui sont passées, et je ne vais pas rentrer dans la question des registres nationaux, mais il y a des législations qui tendent à favoriser ce type d'agriculture face à l'accès et au travail avec les semences. Idéalement, abolir la propriété intellectuelle, je ne sais pas, les mouvements paysans que j'ai étudiés, ils ont cette position-là, c'est-à-dire la semence en bien commun de l'humanité, il ne faut absolument pas le protéger au niveau intellectuel. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'on doit arriver à un système qui garantit l'accès à tout le monde et puis qui n'empêche à personne de travailler avec les semences dans le respect réciproque. Donc, si quelqu'un veut travailler et développer ses semences, il doit être libre de pouvoir le faire et aussi de les commercialiser, de pouvoir vivre de sa production. Nous arrivons gentiment à la fin de notre entretien, mais une dernière question, rapidement, si possible. Quelle agriculture pour demain? Comment vous voyez l'avenir de l'agriculture? Je pense que la crise, la crise du Covid nous a montré effectivement qu'il y a des faiblesses dans le système actuel. Et ce qui est arrivé à nous, donc avec ce virus, pourrait très bien se passer avec des plantes à l'avenir. Et donc, il faut un modèle qui est beaucoup plus divers et résilient. Et pour ça, il faut réintégrer de la biodiversité, de l'agrobiodiversité dans nos pratiques. Et les mouvements paysans que j'ai étudiés, ils utilisent ce concept de souveraineté alimentaire qui devrait conduire à un modèle agricole agroécologique. Donc, c'est garantir l'autonomie de travail aux paysans dans le respect, en fait, de la soutenabilité écologique. Ce qui peut-être implique une agriculture qui est beaucoup moins mécanique. En tout cas, votre appel a été entendu. Merci Claudio Bregni de nous avoir accordé de votre temps. Et quant à vous, merci de nous avoir suivis. C'était notre dernière émission du semestre. Au plaisir de vous retrouver à la rentrée en août. Portez-vous bien et à bientôt dans Telle Église.